Le 14 septembre, vers le Rhône. C'étaient les pleines vendanges. La terre suait sa folie. Les vignes rendraient bientôt en gaieté ce qu'elles avaient raflé en lumière. Des Espagnols s'affairaient dans les rangs. Les brigades du rouge. Un ouvrier fumait, en bottes, sur le bord du chemin détrempé par les tornades de la veille. « Oh là, ça marche la vendange, dis-je. »« Bon argent, sourit-il. » Au début de l'après-midi, je fis la sieste. Le cul sur mon sac pour éviter la boue, adossé à la vigne. Et je me réveillais, pensant que je donnais la parfaite image de l'identité de la France, un type ronflant au pied d'un cep. Me juchant sur les hauteurs de l'Aigle, par l'ancien castrum de Queyranne, je laissais Sérignan à 20 km au sud. Jean-Henri Fabre s'était installé en ce village en 1889. Naturaliste, il ne voulait pas qu'on l'affublât du nom d'entomologiste, il s'était reclus dans un jardin où il acclimata des espèces tropicales, des arbres précieux et des insectes baroques. Il laissa s'épanouir une friche, armas en provençal, et dans son cabinet de curiosité, aligna les coquilles, épingla des papillons, s'adonna à l'étude. Pendant 3 décennies, il herborisa, courut les flancs du mont Ventoux, étudia l'évolution des espèces, collectionna les fossiles, aima les bêtes et composa d'inoubliables souvenirs entomologiques sur une petite table de bois. Leur lecture m'avait appris qu'on pouvait s'ouvrir au monde dans le secret d'un jardin, fonder un système de pensée en regardant les herbes, passer à la postérité, protégée de la rumeur du monde, et développer une philosophie totalisante qui ne propulsait pas l'homme au sommet de toute considération. Un insecte est une clé, digne de la plus noble joaillerie, pour ouvrir les mystères du vivant. Mon cœur se serrait devant de tels penseurs. Ils avaient déployé leur vie à l'ombre de leurs cèdres. Ils consentaient parfois à une grimpée sur les pentes d'une montagne pour capturer un coléoptère. Pour le reste, ils restaient chez eux. Ils nous rappelaient que trop de courses autour du monde étaient vaines. Pourquoi passer une vie à cavaler? Que rapporte-t-on de ces gigues? Des souvenirs et beaucoup de poussière. Le voyageur rafle les expériences, disperse son énergie. Il revient essoufflé, murmure « Je suis libre » et saute dans un nouvel avion. Depuis que j'étais tombé, j'avais la tentation du armas. 2500 ans avant le vieux fou des Garrigues, un Grec avait révélé que l'art de gouverner sa vie s'apparentait à celui de conduire un domaine agricole. Xénophon avait fait de son économique un manuel du commandement, maquillé en bréviaire agronomique. Vous vouliez le pouvoir? Vous n'aviez qu'à cultiver une terre. À 6 heures du soir, je m'assis au bord du talus qui surplombait l'Aigle et regardais la vallée. Des bâtisses du XVIIIe siècle s'enchassaient dans un damier de vignes. Les cyprès tenaient leur garde noire devant les murs de galets. Les propriétaires de ces domaines disposaient d'un pouvoir plus effectif que le président de la République. Les premiers présidaient aux destinées concrètes d'un petit royaume. Le second, responsable des masses, lançait des vœux abstraits, censés orienter le cours d'une machine plus puissante que lui, l'histoire. Le pouvoir d'un président consistait à se faufiler dans le labyrinthe des empêchements. Un propriétaire terrien pouvait défendre comme il l'entendait sa forêt d'une attaque de xylophages. Le chef de l'État, lui, se voyait reprocher d'employer des mesures extrêmes quand le pays se trouvait menacé. En matière de gouvernement, la modestie d'une ambition assurait son accomplissement. La limite de l'exercice du pouvoir garantissait son efficacité. Et l'efficacité était la substance du pouvoir. « Je veux tout ignorer de mon impuissance », disait le président. « Mon domaine est mon royaume », répondait le propriétaire. « Je veux ce que je ne peux », bégayait le chef de l'exécutif. « Je ne peux que ce que je connais », murmurait le maître des lieux. Et pendant que l'un s'occupait de conduire ses récoltes et ses bêtes, l'autre s'illusionnait de régir l'inaccessible, de peser sur l'irrépressible. Récemment, le chef de l'État français s'était piqué d'infléchir le climat mondial
quand il n'était même pas capable de protéger sa faune d'abeilles et de papillons. Fabre en aurait pleuré. Comme les rois déments des contes allemands, coiffés d'un chapeau à grelots, abusés par les magiciens, les chefs des États globalisés erraient en leur palais, persuadés que leur moulinet de bras redessinerait l'architecture des sociétés hypertrophiées, aux commandes desquelles ils étaient arrivés par la grâce des calculs et se maintenaient par la vertu des renoncements. La politique d'État était l'art d'exprimer ses intentions. L'économique du domaine agricole, celui d'incarner des idées dans un espace réduit. C'était la leçon de Xénophon. N'ayant pas de domaine, je tentais d'être souverain de moi-même, en marchant sur les chemins. J'évitais le goudron, dormais parfois dehors. C'était là ce que je pouvais. Je me remis en route et atteignis Mondragon, comme la nuit se jetait sur la vallée du Rhône. Le petit hôtel où j'échouais était peuplé de vendangeurs. Nous dînâmes dans la salle commune devant la télévision. L'avantage de ma semi-surdité était que le volume se trouvait déjà baissé. Je n'entendais pas ce que disait la dame de BFM. Elle semblait paniquée à l'idée de laisser passer quelque chose. J'avais dans mon sac « L'identité de la France » de Fernand Braudel, dont je lus l'introduction en lapant le bouillon. Pour l'historien, la France procédait d'un extravagant morcellement humain et paysager. Braudel tenait le pays pour une anomalie. Faire voisiner sur le même territoire, sous le même drapeau, les mangeurs de pistou et les dentelières de Cambrai relevait du miracle. Une grâce avait permis la coexistence des contraires physiques et de leur incarnation psychoculturelle. Le calcaire et le granit, les phoques et les scorpions, les parpaillots et les catholiques, les petits savoyards et les bergers landais, Maurras et Jaurès. Le destin normal de pareilles associations était la guerre civile. 2000 ans de craquement s'étaient pourtant résorbés dans l'unité, au prix, certes, de quelques heures. Une tentation caressait les gouvernants contemporains de choisir ce qui leur convenait dans le magasin de l'histoire. Le droit d'inventaire, disait-il dans un langage de chef de rayon. Le vieux Fabre, dont je venais de quitter le pays, avait inventé une expression à verser aux méditations de Braudel. Il décrivait les couches fossiles du territoire comme « la patte des morts ». Nous vivions sur la compression de milliards d'animalcules, digérés par le temps, et dont la stratification avait composé un substrat. La France impossible était comme le calcaire, issu d'une digestion. Le lent ruminement d'idées contraires, de climats opposés, de paysages inconciliables et de gens dissemblables, avait malaxé une pâte viable. Pour Braudel, là était l'identité. Dans l'amalgame, ce mot superbe. Il avait nécessité des dizaines de siècles. Ma nuit fut horrible. L'idée du pays diffracté en même temps qu'uni chassait mon sommeil. L'établissement avait beau s'appeler « le repos du roi », les camions firent trembler les murs en carton de ma chambre à 30 € qui donnait sur la Nationale. Le 15 septembre, par-dessus l'île Vieille. Une journée dans les flaques. L'aube était humide. J'allais vers le Rhône et chacun de mes pas collait à la boue. Sur les alluvions de l'île Vieille qui me séparaient du Rhône, je longeais des roselières d'où nulle créature ne s'envolait. Pas un froufrou, pas un sifflet. Les plumeaux végétaux se balançaient dans le vent d'est avec des grâces de métronome. Je traversais des vergers. Les vendangeurs étaient encore au travail. Je pensais à la patte de France. À l'endroit même où je marchais étaient passés en un claquement de siècle des chasseurs du Magdalénien, les éléphants d'Hannibal cheminant vers Rome, des huguenots assoiffés de sang provençal et une procession d'ancêtres ruraux, soldats de l'Empire ou vacanciers popus pédalant sur la Nationale 7. Aujourd'hui, le long du fleuve filaient des routes asphaltées, le TGV et l'A7. Des joggeurs à oreillettes enfoncées à la gorge me saluèrent et je devinais le panache de fumée des installations nucléaires de Pierre Latte. Une centrale atomique,
le souvenir d'Hannibal. C'était là l'accumulation brodélienne, une compression d'images sur un même arpent de terrain. L'espace a été inventé pour que tout ne se trouve pas au même endroit, écrivait dans son journal de 2012 cette vieille chouette de Peter Sloterdijk, qui avait toujours l'air d'avoir été tiré de son sommeil par ses propres pensées. Il aurait pu dire la même chose du temps. Le temps n'était pas aussi compact que la patte des morts de Fabre. La succession des événements ne laissait pas d'empreintes aussi mêlées que les fossiles dans une couche calcaire. Il fallait deviner les vestiges du passé en fouillant le sol, en regardant les paysages, en détaillant certains visages. Les chemins noirs dont je tissais la lisse avaient cette haute responsabilité de dessiner la cartographie du temps perdu. Ils avaient été abandonnés parce qu'ils étaient trop antiques. Ce n'était plus considéré comme une vertu.